Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Les vraies voix du foot avec une spéciale Ligue des Champions ce soir et notre quatuor du milieu de terrain, Guy Carlier, en numéro 10. Oui, on est un peu l'Espagne 82, enfin l'équipe de France en Espagne avec 4 numéros 10. 3 numéros 10, ouais. Il y en avait même 4. Oui, Jean Gini et Giresse. Même pas 30 secondes d'émission déjà un rapport à France 80. Série 82. Et pour une fois, c'est pas moi. Il est revenu, lui, c'est plutôt notre gentil Ghana, le porteur d'eau en 82. Super. Et il a joué à Bordeaux en plus. Il est droit. Non, plutôt c'est le chien de Mickey. Ah oui. Merci. Référence les nuls. Elle est très bonne celle-là, Alain Giresse. Merci, également connu sous le nom d'Emmanuel Galasso, mais j'accepte la promotion. Un très bon gaucher. On va dire ça comme Bernard Jean-Gini, qu'on salue, qui est extrêmement sympathique d'ailleurs, avec Quentin Fredon. Ça va, Quentin? Très bien, merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va retrouver, juste après la chronique de Guy, le But Football Club. Alors, Guy, ta chronique, c'est la comparaison du parcours de Brest et de Nice. Alors, Brest-PSG, ça va être notre fil rouge. Pour le moment, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. 2 buts marqués en première période, un penalty de Vitinha et un très beau but d'Ousmane Dembélé. On va d'ailleurs revenir sur Ousmane Dembélé dans quelques instants. Tout de suite, Guy, ta chronique pour comparer les parcours de Brest et de Nice en Coupe d'Europe. On va dire que pour un, c'est un parcours du tonnerre et que pour l'autre, c'est un naufrage. Voilà, donc ça m'a bien plombé le début de la chronique. Putain, elle est belle l'histoire de Brest. Toi, oui, j'ai dit putain, ça va, je joue pas les vierges effarouchées pour ce putain qui ne joue le rôle que d'un fuck new-yorkais et qui est là pour marquer mon admiration pour cette équipe brestoise. C'est bizarre parce qu'il y a ce match-là, je suis parisien de cœur et pourtant ça me fait mal aussi au cœur de voir cette équipe de Brest perdre là, en l'occurrence au stade où on en est, c'est-à-dire à la 50e minute. En début de saison, on promettait aux Bretons le destin habituel des clubs qui, après un parcours exceptionnel en championnat, perdent leurs meilleurs éléments pendant le mercato et rament l'année suivante en championnat et en Coupe d'Europe. Et comme prévu, Brest a perdu Mounier, Le Doiron, Honora et quelques autres de moindre importance. Pourtant, la belle histoire a commencé le 19 septembre dernier lorsque Brest a battu les Autrichiens du Sturm Graz. Oh, certes, c'est ce club qui porte un nom de colonel Sildave dans Tintin et Milou n'est pas un grand d'Europe, mais la victoire de Brest nous a soulagés. Le club n'était pas parti pour l'une de ces campagnes européennes indignes, comme aiment à le faire depuis des années certains clubs français qui se préservent pour la Ligue 1 et jouent l'Europe en dilettante, en sortant du banc des démotivés, des fins de carrière et des jeunes qui se prennent pour Mbappé sous prétexte que le gardien du stade leur a dit qu'ils étaient des pépites. Un exemple au hasard, le parcours affligeant de Nice, parcours indigne, humiliant, au point que je m'étonne que les supporters niçois, si prompts à insulter la maman de Galtier innocent ou de chanter l'homosexualité des adversaires, n'aient pas réagi davantage lorsque Nice, après avoir été battu par Ferencváros, a pris 4-1 à domicile par les Rangers, fait nul avec Twente qui constitue leur meilleur résultat. C'est vous dire, puisqu'ensuite ils furent battus par l'Union Saint-Gilloise. Cette phrase, rien que de la prononcer, elle est humiliante. Salut les gars, ça va? Alors qu'est-ce que vous avez? On a été battus par l'Union Saint-Gilloise. Je vous laisse, je suis garant double fil. Non, mais c'est pas possible. Et ils ont terminé cette glorieuse épopée européenne par un match nul avec Bodo Glimt. On dirait un nom de clown, Bodo Glimt, mais les clowns étaient niçois ce soir-là. Brest, de son côté, a joué son deuxième match européen, on s'en souvient, Red Bull Salzbourg, la ville de Mozart. Le club aurait pu s'appeler le FC Amadeus, ça aurait eu de la gueule. Non, ils ont préféré Red Bull, boisson chimique, amphétaminique, c'est un signe des temps. Et du coup, c'est Brest qui leur a joué le requiem. En allant gagner 4-0 ce soir-là, on a commencé à les aimer et à les cacher dans nos coffres à trésors du foot, ceux qu'on cache au fond du cœur, où on garde nos souvenirs du foot, des épopées européennes, d'équipes françaises qu'on n'attendait pas à pareille fête, comme Bastia, Lens, Laval, ça vous rappelle des choses? Laval Dynamo de Kiev. Puis ensuite, évidemment, arriva le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen. On s'est dit là, c'est un gros morceau. Et pour une fois, à la fin, c'est pas les Allemands qui ont gagné, ils ont fait nul. 15 jours plus tard, Brest affrontait le Sparta Prague. Là, on les confond tous, les Tchèques, le Slavia, le Spartak, le Dukla. Brest l'a emporté encore. Et là, ils savaient qu'ils étaient forcément
non pas forcément dans les 8 premiers, mais en tout cas pas éliminés. Alors ils se sont un peu lâchés et le match suivant, ils l'ont perdu contre Barcelone, évidemment, sur la colline de Montjuïc. Même si Brest se battit comme la chèvre de Monsieur Seguin, mais un coup de corne intempestif offrit un pénalty que transforma Lewandowski. Puis le talent catalan fit la différence. Puis Brest reçut le PSV, là aussi, ça nous rappelait des souvenirs. Ah oui. Les matchs des Stéphanois qui avaient battu le grand PSV de Philips, mais désormais Philips n'éclaire plus le foot européen. Brest a gagné, là aussi on savait quoi qu'il arrive, les Bretons poursuivraient leur parcours. Alors ils sont relâchés, étaient battus par des Ukrainiens, et pour leur dernier match par le Real, ils ont rejoué la chef de Monsieur Seguin, et paradoxalement, c'est ce soir-là qu'ils sont entrés dans nos cœurs, car ils ont joué crânement leur chance, et ils ont été bouffés au petit matin par le loup du Real. Mais on sait que, quoi qu'il en soit, le Paris-Brest de ce soir aura un meilleur goût que l'infecte salade niçoise. Magnifique. C'est vrai que quand on compare les deux parcours, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et Brest, ce soir, ils sont menés 2-0, mais ils ont quand même mis 2 poteaux et demi. Le troisième, il a été dévié par Donnarumma sur son poteau. Ça fait 3 poteaux et un, c'était Hakimi qui a failli marquer contre son camp. Mais bravo aux Brestois. Et justement, il y en a un qui s'illustre ce soir. C'est Ousmane Dembélé. C'est la chronique du But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Salut Raphaël Nouet. Bonsoir tout le monde. Et Bonsoir très belle Raphaël. chronique de la part de Guy. Ah oui, Merci, alors Raphaël. on a un vote. Est-ce que la France a la meilleure paire d'attaquants du monde avec Mbappé et Dembélé? Dembélé qui a encore marqué ce soir. Dembélé qui est le meilleur buteur des grands championnats depuis le 1er janvier, suivi juste derrière par un certain Kylian Mbappé. Alors pour l'instant, nos auditeurs n'ont pas l'air convaincus sur les réseaux parce qu'à 77%, ils votent non. On n'a pas la meilleure paire d'attaquants du monde. Alors qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Alors déjà je rappelle, donc Dembélé c'est 14 buts depuis le début de l'année, Mbappé c'est 9. Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour janvier, Mbappé meilleur joueur de Liga pour janvier également. Donc oui, très très belle attaque potentiellement. Est-ce que c'est la meilleure? Non, je pense pas. Je pense que c'est la plus en forme actuellement, ça c'est sûr. Mais après, pour ce qui est des sélections, le prochain match c'est dans 1 mois et demi, donc ça ne nous sert pas trop à grand chose pour l'instant qu'il soit à un super niveau. Emmanuel Gallet. Et, Vas-y. Pardon, oui, en ce qui me concerne, moi je trouve que l'attaque de l'Espagne est largement meilleure, notamment parce qu'ils sont à la fois tous buteurs, mais également passeurs. Alors que Tu nos parles deux, de qui? De Yamal et Nico Williams? Et Morata. Nico Williams, Yamal et Alvaro Morata au milieu. Non, c'est pas meilleur que Dembélé. C'est plus une force collective, l'Espagne, en effet. Que oui. si on reste sur la logique. Il y a Olmo aussi. Oui, Daniel Olmo, oui. C'est comme tu dis, c'est une force collective. Si on en reste pour faire l'analogie sur les doublettes, moi je mettrais plus pour le coup Vinicius et Rodrigo avec le Brésil qui peut être pour moi la meilleure doublette. Ouais, mais qui ont fait un fiasco à la Copa América. Moi, je mettrais Vinicius et Rafinha. Oui. Et Rafinha, ouais, mais tu vois déjà au Brésil, t'as plus de possibilités d'association. Oui, Je mais trouve, en Vinicius France. et Rafinha actuellement sont légèrement en dessous. Ouais, Rodrigo qui revient de blessure, t'as raison. Voilà, ça mais fait deux débuts, hein. si on fait sur un effet une photographie sur l'instant, actuellement, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Il y a les stats d'un côté, il y a l'impression laissée. Mais, oui. Évidemment que Dembélé et Mbappé sont a priori dans le top 4-5 mondial actuellement. Donc oui, c'est sûr que si on s'en tient à une doublette de sélection, pour l'instant, début 2025. Voilà, en club, c'est différent. En club, de c'est ce que différent. tu peux dire De Bruyne, Haaland. Mais si tu prends les grandes équipes, donc au Brésil, on vient de le voir, en Allemagne, tu as Wirtz, Musiala. Oui. C'est En moins bon, je pense. Angleterre, Kane et Foden. Oui, il y a Saka. Kane, Foden. Donc là, t'as un trio. Oui. En Italie, il y a, c'est vraiment un cran en dessous. Il y a Chiesa, puis ensuite Oui, tu as le reste. Samacar, C'est Raspadori, ça. des gens comme ça. Donc vraiment, donc en Espagne, on l'a vu, Yamal, Nico Williams, c'est assez semblable dans la structure, d'ailleurs à Dembélé et Mbappé. Et ces Dembélé deux-là. qui vient encore de marquer un 3e but à l'instant. Alors juste son deuxième 3-0 but, pour le PSG. son Oui. deuxième but à Dembélé, c'est ce qui marquait pas avant. Cette infiltration dans la défense et ce dernier tir qui tuait une mouette, comme tu C'est ça. disais, là il l'a mis au fond. C'est ça qui a changé. Alors, on va en parler avec toi, Raphaël. Moi, j'ai lu, je sais, c'était possiblement dans le But Football Club, qu'il resterait désormais depuis quelques semaines, mais pas 2 semaines, plus longtemps à l'entraînement pour faire un travail spécifique d'attaquant axial, d'avant-centre, c'est-à-dire contrôle-frappe et frappe sans contrôle. Tu as des infos là-dessus, Raphaël ? Alors, j'ai pas des infos spécifiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait plus de rap. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été poussé par Luis Enrique dans ses retranchements. Il a été mis sur le banc. Ils sont pris
la tête plusieurs fois. Donc oui, il a été mis sous pression, ce qui n'était pas le cas forcément avant, où on le laissait dans son rôle d'ailier. Et voilà, Luis Enrique, il attend beaucoup plus de lui, donc il lui met une pression certaine. Après, moi, je trouve que sa réussite actuellement, elle est trop importante pour que ça puisse durer, à mon sens. Je pense pas qu'il y ait une transformation, que d'un coup il soit transformé en Jean-Pierre Papin des surfaces et tout ça. Donc je pense que là il est en sur-régime et que ça va revenir à un niveau plus habituel dans les prochaines semaines. Je suis assez d'accord. Pas, bien sûr, mais je pense pas que ça va continuer. En fait, ce qui est intéressant par rapport aux exemples qu'on donnait, c'est que Mbappé, quelque part, bon, il a une période de trou, on y reviendra plus tard, mais là, il revient au niveau qui est attendu et qui est pour un joueur de son calibre, qui n'est pas surprenant. Et on va le voir dans un peu plus d'une heure. Exactement. Enfin, un peu moins d'une heure. 20, Dembélé, qui a 27 ans, qui va en avoir 28, il explose là depuis un mois et demi. Donc, on a vu la discussion, est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est éphémère? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est réinventé et ça, il le doit à son entraîneur, Luis Enrique, qu'il a mis neuf, qu'il a rapproché du but. Et ça prouve quand même une capacité d'adaptabilité de la part d'Ousmane Dembélé. C'est pas facile à cet âge-là de se remettre en question, de réinventer son jeu, de passer d'ailier de percussion à un neuf finisseur. Donc, on parlait de doublette. Ce qui est intéressant quand on citait Rafinha, Vinicius, Rodrigo, Kane, Foden, et on peut continuer, c'est des joueurs soit jeunes à fort potentiel depuis les quelques années, soit des cadors depuis leur début. Dembélé, il rentre dans cette catégorie, alors qu'à la base, c'était pas écrit. Donc, c'est quand même une anomalie quelque part au milieu de tous ces noms. Maxime veut réagir. Et Guy? Oui, j'ai envie de dire que Dembélé, c'est pas trop tôt qu'il éclate parce que ça fait des années qu'on l'attend. Il a été très bon meneur à Rennes, ça a fait un flop à Dortmund, à Barcelone. Cette saison-là, avec les 2 buts qu'il vient de marquer, c'est 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions, c'est quand même pas mal. Ah oui, c'est quand même pas mal, oui. Ce qui est C'est 13 buts sur les 6 significatif, derniers matchs. c'est que là, sur les 2 derniers buts qu'il vient de marquer dans ce match, Oui. autant le premier est un Dembélé classique, amélioré, je repique, je c'est-à-dire frappe ras du avec poteau. la finition. Autant je sais plus qui a cité Jean-Pierre Papin. Le deuxième but est un but de puissant avant-centre incroyable. C'est vraiment un geste. Mais c'est des choses qu'on ne voyait pas faire il y a encore quelques mois. Mais rappelle-toi, à l'époque, les supporters de l'OM, quand JPP est arrivé là-bas, ils disaient... JPP, ça veut dire j'en peux plus, parce qu'il vendangeait un nombre incroyable d'occasions. Tu te rappelles peut-être le France-Canada d'ouverture de la Coupe du Monde 86, Guy, où il aurait pu mettre 5 ou 6 buts. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de se papiniser. T'es d'accord avec ça, Raphaël? Non, en ayant une vitesse supérieure à Papin. Je pense qu'il est en 100% de réussite actuellement, qui a en plus un contexte qui fait qu'il il est au-dessus, parce que son équipe est de toute façon au-dessus, mais moi je pense que ça va redescendre et qu'il va revenir à une moyenne plus habituelle pour lui. Alors, est-ce qu'une moyenne plus habituelle, c'est les... Non, mais il peut progresser. Je ne comprends pas du tout ce raisonnement qui veut absolument que ce soit une période et qu'il revienne à une médiocrité. Guy, c'est la discussion qu'on a vue. Pour moi, Dembélé est en sur-régime. En fait, quand tu te bases sur les 10 dernières saisons et là, depuis un mois et demi, tu fais un constat quand même, c'est que là, il est à 300-400%. Tu peux dire la même chose. Barcola, il jouait il y a 3 ans en U19. Et là, maintenant, il est en équipe de France. C'est ça. Il a 21 ans, Barcola, donc tu n'as pas le même comparatif par rapport aux années passées dans le milieu, tu vois. Je suis d'accord, mais il peut très bien, à mon avis, avoir franchi un cap et qu'il reste à un niveau définitif. Mais il peut avoir je lui souhaite de la fin, Raphaël. Il a des triplés et des doublés tout le temps, c'est pas possible. Oui, là, ce sera un enchaînement énorme. On lui souhaite. Alors là, Paganelli. On lui souhaite. Et pour le PSG et pour l'équipe de France. Merci beaucoup, Raphaël Nouet du But Football Club. Tout de suite, on va parler de 2 autres chocs de cette journée de Ligue des Champions. On va prendre la direction de l'Allianz Stadium à Turin. On va retrouver Elvin de Fazio et on parlera ensuite du Sporting Portugal Dortmund, Borussia Dortmund bien évidemment, avec Walter Ferdi, animateur radio franco-portugais. Il nous fera même un commentaire en portugais, je vous parie. Allez, c'est parti. Vrai ouais du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Et tout de suite, on va prendre la direction de l'Allianz Stadium de Turin où va se jouer ce soir une rencontre entre 2 anciens champions d'Europe, la Juventus de Turin et le PSV Eindhoven. Salut Elvin de Fazio. Bonsoir messieurs, bonsoir les bébés du foot. Buonasera à vous, toi qui es journaliste, qui suit le football italien pour l'équipe et le média 90 minutes. Alors, on va faire des questions-réponses courtes comme après. On va parler avec Walter Ferdi de Sporting Dortmund. Questions courtes, réponses courtes. Est-ce que la Juve joue sa saison ce soir ?
Oui, clairement. Clairement. Très courte. Ah bah ça, c'est une réponse très courte. Merci Elvin, j'ai envie de te dire à la semaine prochaine. Alors moi j'ai une question. Pas de problème. Oui, bien évidemment. Pour ce Non, soir. la compo est sortie. Randall Kolo Muani est bel et bien titulaire. Lui qui a inscrit 5 buts lors des 3 derniers matchs. Il a tiré 5 fois au but depuis son arrivée à la Juve et 5 buts. Donc il est bien titulaire. Pour le reste, pour parler français, Thuram débute sur le banc. D'accord. Guy. Moi j'aime bien la Juve comme beaucoup de Français. Il y a une histoire. Je suis sûr que ça va plaire à Maxime puisque je fais référence à Platini. Oui. Juve Non, mais Bordeaux demi-finale on est 85. attaché à la Juve depuis tous les une majorité de Français qui ont joué là-bas ont réussi et on a un lien historique depuis Zidane, Platini, Deschamps, Trezeguet. Zidane, Deschamps, Thuram, Trezeguet, Vieira, plus récemment Pogba, Matuidi, Rabiot et voilà. Mais aujourd'hui la Juve a fait plus rêver sur le plan européen. Elle est au rang en dessous, elle est dans une équipe moyenne comme ça, elle a perdu son standing. Et si on s'intéresse de nouveau à elle, c'est parce que, comme vient de dire notre ami là-bas, au stade de l'Alliance, c'est que Kolo Muani est là-bas. En pleine bourre, oui. Et en pleine bourre. Alors c'est pareil, Kolo Muani, on ne sait pas s'il est en état de grâce là, ou s'il va retomber à son niveau du début de saison PSG. Ou est-ce qu'il a franchi un cap? Est-ce que Luis Enrique l'utilisait mal? Est-ce que Thiago Motta sait bien l'utiliser? En tout cas, il est en pleine bourre et on va suivre. Moi, ce qui m'intéresse dans ce match de la Juve, c'est évidemment Kolo Muani. Absolument. Il est très attendu en Italie, Kolo Muani. Clairement très attendu. Pour le moment, c'est une grande satisfaction parce que c'était compliqué pour Vlahovic en ce moment. Donc la Juve avait besoin d'un vent nouveau et c'est complètement fou de te dire que le Français a tiré 5 fois au but et a marqué 5 buts. 100% d'efficacité. Il est sur un véritable nuage. Maintenant, le plus important, c'est la continuité. On sait que ça a toujours fait défaut à Kolo Muani et rien que mieux que la Ligue des Champions pour enfin briller puisqu'il n'avait pas pu disputer le précédent match face à Benfica puisqu'il n'était pas inscrit dans la liste UEFA. Donc ce soir, je vais vous dire que c'est un vrai test pour Kolo Muani. Il a la confiance avec lui, il sera dans son stade. Donc je m'attends à une belle soirée pour le Français. Emmanuel. Elvin, le PSV, c'est un adversaire que la Juve connaît bien. Ils ont battu 3-1 dans ces phases de poule. Comment tu vois ce match? Comment tu vois ce rapport de force? On a un PSV qui est en pleine bourre dans le championnat des Pays-Bas. La Juve est 5e, c'est plus compliqué. Dans un championnat quand même plus relevé qu'est la Serie A. Quel rapport de force tu vois entre les deux équipes, toi pour ce soir, pour cette confrontation aller-retour? Ça sera un match totalement différent, ça c'est clair et net, avec une équipe du PSV qui est beaucoup plus forte qu'il y a quelques mois. Et le point négatif, c'est que j'ai la sensation que la Juve est moins forte qu'il y a quelques mois en revanche. C'est une équipe qui est capable de gagner contre tout le monde comme perdre contre tout le monde. Ça dépend un petit peu des soirées. Ils sont capables de faire super prestations face à Manchester City, certains Manchester City malades, et perdre 2-0 sans rien montrer face à Benfica, pareil, 2-0. Donc c'est qui tout double. Maintenant, tu t'appelles la Juve et tu as besoin d'être là en Europe, tu as besoin de respecter ce maillot. Il faut que tu battes le PSV et que tu te mettes dans les meilleures conditions avant le match retour. Quand on parle de culture Europe quand même, qui peut faire la différence dans les moments clés, la Juve en est le meilleur exemple. C'est clair qu'eux, ils ont aussi, tout gagné. Mais la Juve, quand même, c'est un cadre. Ils ont gagné toutes les coupes d'Europe en fait. Ouais. Coupe des champions, coupe des coupes, coupe de l'UEFA. Là, on parle de la plus jeune équipe de l'histoire du club, 25 ans d'âge moyen. Oui. C'est unique. Et même généralement, le coach Thiago Motta est jeune. Oui, même le le coach, d'habitude. Ouais. On va faire le jeu des pronostics, les amis. Allez, Elvin, ton pronostic pour ce soir, Juve PSV. Malgré tout, je vois une victoire de la Juve et 2-0. 2-0, Emmanuel. 1-0 pour la Juve. 1-0, Guy. Moi, je vois une victoire de la Juve. Juste une précision sur la forme actuelle, c'est-à-dire, on va dire, sur les 3 derniers matchs. La Juve sort de victoire, notamment, je crois qu'ils ont fait 4-1 contre Empoli, mais bon, alors que le PSV, qui a fait un bon début de saison, stagne un peu avec, alors qu'ils ont battu Liverpool, bien sûr, mais ils restent sur 3-3 contre Nimeg, un autre nul face à Willem, qui sont pas des foudres de guerre du championnat des Bataves. Donc c'est pas terrible. Sur la forme actuelle, c'est-à-dire vraiment actuelle, je vois la Juve aller 2-0. Quentin. Un petit 1-0 aussi, comme Emmanuel. Maxime. 3-0, triplé de Kolo Muani. Combien? 3-0, triplé de Cologne. Et moi, je mets un 2-0 pour la Juventus. Bon assez, là, Elvin. Penalty pour la Juve. Forcément. Et tu nous le dis en italien, Forza Juve.
Buonasera a tutti, forza Juve. Allez, Merci beaucoup, Elvin. on va Bonne passer soirée. de Bon match. l'espagnol au portugais. Boa noite, Walter Ferdi, animateur radio et supporter du Sporting franco-portugais. Opa, boa noite, meus amigos. Alors, ce soir, le Sporting a fini derrière Dortmund, mais est en bien meilleure position dans son championnat, hein, au Portugal. Premier contre 12e à 25 points du leader, le Bayern pour Dortmund. Est-ce que le Sporting est favori ? Alors le Sporting est favori vu les conditions, oui effectivement, et tu viens de le rappeler, le Sporting qui est premier de ce championnat portugais a 4 points de Benfica, 8 points de Porto, le Borussia qui est bas dans ce championnat-là, qui est en 12e. grande difficulté. 11e. Oui, je pense que le Sporting ce soir est largement favori. Manu ? Ouais, alors je dirais pas largement favori, je pense que c'est ton cœur qui parle, mais en effet, si on El coração sportinguista. Merci Philippe qui assure la traduction. Oui, non, c'est sûr que si on s'en tient au championnat, le Sporting est dans une meilleure forme que Dortmund, qui a rare, enfin, de mémoire récente, jamais été aussi largué en Bundesliga qu'actuellement. Ah bah c'est clair. Mais voilà, on a un Dortmund qui est depuis quelques années, même quand il y a des coups de moins bien en championnat, qui arrive à surperformer en Ligue des Champions. On fera le petit jeu du pronostic tout à l'heure, mais moi je vois plus un match nul qu'une victoire du Sporting. En fait, je peux te poser la question, Walter. Comment tu expliques un si bon début de compétition, une si bonne entrée en matière en Ligue des Champions de la part du Sporting, et que sur les 3 derniers matchs, ils aient lâché quelque part à un moment où ils avaient plus de pression parce qu'ils étaient déjà quasiment sûr d'être parmi les barragistes. Comment t'expliques toi ce changement ? Ils ont lâché avec 3 défaites contre Arsenal, le Red Bull Leipzig, Bruges et un nul contre Bologne. C'est ça. Et Bologne. Walter. Alors très simple, hein, parce que malheureusement ils sont dans le dur, vu les problèmes physiques qu'ont certains joueurs. On le voit même ce soir, hein, c'est une remaniement. Aujourd'hui, enfin ce soir, Gyökeres ne joue pas. On a Ljungman qui tient le milieu de terrain du Sporting, qui est un guerrier, qui est la pièce maîtresse du milieu de terrain, ne jouera pas ce soir encore. Donc voilà, ils ont eu plusieurs joueurs blessés et qui n'arrivent pas à revenir. Hein. Gyökeres, qui est une pièce importante du Sporting en attaque, ce soir ne sera pas titulaire. Pour commencer, il a joué 20 minutes la semaine dernière, il a fait 20 premières minutes qui étaient plutôt agréables, mais il continue d'avoir ces petits problèmes, ces petits soucis physiques. Donc voilà, ils sont tombés dans des travers où il y a eu un manque de confiance pendant un moment. Ils ont perdu 2 entraîneurs en début de saison, Amorim qui est parti, il y a eu un successeur qui n'a pas forcément réussi à mobiliser les troupes, qui n'a pas réussi à donner pleine confiance au groupe, et il y a cet entraîneur qui vient d'arriver. Donc toutes ces petites péripéties mis bout à bout ont fait que la confiance forcément des joueurs et de cette équipe-là, qui tournait, c'est vrai, plutôt pas mal depuis le début de saison, a fait qu'ils ont eu ce coup de moins bien qui fait qu'aujourd'hui, même on le voit, on l'a vu le week-end dernier contre Porto, ils ont fait une première mi-temps extraordinaire et sur la deuxième mi-temps, ils se sont complètement effondrés. Donc voilà, ils ont ces coups de moins bien qui, évidemment, ce soir ne me rassurent pas plus que ça, même si je disais tout à l'heure qu'il est favori. Il va falloir faire attention parce que ce soir, c'est un vrai match test et un vrai match piège. Guy. Oui, puis c'est surtout l'Europe qui est symptomatique. Je veux dire, le championnat du Portugal, c'est leur position de premier, c'est à peu près comme le PSG dans le championnat de France, tu vois, à part évidemment Benfica, Porto. Et mais Porto. Je pense que l'expérience européenne de Dortmund, c'est réveiller la bête et donner un résultat plus surprenant surtout que ce qu'annoncent les bookmakers qui donnent le Sporting favori. Avant de te demander un dernier truc, on va faire le jeu des pronostics, les amis. Votre pronostic pour ce soir, Sporting Dortmund, avec un match retour à Dortmund. Et là, le Gelbewand, ça met vraiment la pression quand on porte le maillot de l'équipe adverse pour y être allé. Il parle portugais, il parle allemand. C'est un citoyen du monde, Philippe. Pronostic, je dirais 1 partout ce soir. 1 partout. C'est le même, 1 partout. Ouais. Quentin, j'allais dire 2-1, mais 1 partout, ça me va aussi. Maxime, 2-0 Dortmund. 2-0 Dortmund. Walter, ton pronostic? 2-0 pour le Sporting. Ah, moi je vais mettre un petit 1-0 pour le Sporting. Alors comme tu commentes les matchs en portugais, Walter, est-ce que tu peux nous faire le premier but du Sporting dans la langue de Camões, histoire de mettre une ambiance luso-brésilienne dans le studio de Sud Radio? Bola direita do Trincão que leva a bola no lado direito, que vai para o centro, tira e centra para a cabeça do Gyökeres, gol! Non, merci monsieur, je ne veux pas de calendrier. Bon, est-ce que tu peux nous dire aussi, il faudra refaire le ravalement et trouver un crépi? Voilà le dérapage.
Allez, c'est vraiment, c'est facile et je m'en excuse. Mais on adore les Portugais qui ont le sens de l'humour et qui ne sont pas stupides. Et on embrasse nos amis portugais qui adorent le football. Et muito obrigado, Walter. À la prochaine. Merci, Walter. Boa noite e viva o Sporting. Forza au Sporting, exactement. Allez, tout de suite, on va parler de l'énorme choc de ce soir. Les deux derniers champions d'Europe, ça se joue du côté du City Ground, avec évidemment ce duel terrible entre Manchester City et les Merengues. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Je vous donne le score. Le Paris Saint-Germain mène toujours 3-0 au Roudourou contre de très vaillants Brestois qui ont pris 3 fois les poteaux quand même malheureusement pour eux. Et de suite, comme on va parler de City Real, l'édito d'Emmanuel. Emmanuel, est-ce que pour toi 2025 sera l'année de la résurrection d'un attaquant mythique du Real Madrid, Kylian Mbappé? Mbappé est de retour, je pense qu'on peut le dire, Philippe, après une année 2024 qui a été chaotique en tout point, entre la fin d'histoire houleuse avec le Paris Saint-Germain, un euro manqué, raté avec l'équipe de France, et une acclimatation difficile avec le Real, mais tout ça paraît déjà balayé par ce début d'année 2025 qui est exceptionnel de la part d'Mbappé. Statistiquement déjà, c'est 9 buts en 6 matchs, mais au-delà de ça, on a Mbappé qui nous laisse une impression... On a l'impression d'être plongé en 2020, 2021. On rajeunit avec lui physiquement, mentalement. Il a retrouvé une fraîcheur, il est virevoltant. Et aujourd'hui, il faut être clair, le joueur qui fait gagner le Real Madrid, qui fait gagner les matchs et qui fait gagner les points, c'est pas Bellingham, c'est pas Vinicius, c'est pas Rodrigo, c'est Kylian Mbappé. C'est vrai. Et je pense que les prochains jours, les prochaines semaines, la double confrontation déjà face à Manchester City doit être l'occasion pour Mbappé d'asseoir ce retour, d'asseoir son retour au top, parce que c'est dans les grands matchs de Ligue des Champions qu'on voit les grands joueurs, et notamment pour les joueurs du Real qui attachent un club qui est très attaché et très proche de cette Ligue des Champions. Alors Kylian sait ce qu'il lui reste à faire, marquer les esprits face à Manchester City, aller le plus loin possible dans cette compétition, et je pense que là il fera définitivement taire ses détracteurs qui sont de moins en moins nombreux quand même, vous remarquerez. Guy, t'es d'accord? Alors comme l'a dit Manu dans son excellent édito, que ce soir c'est quand même le gros choc de ces phases de barrage de la Ligue des Champions, c'est les deux derniers champions d'Europe. Mbappé peut vraiment devenir le roi du Real s'il fait par exemple une performance énorme du côté du City Ground et évidemment au retour à Bernabéu. Oui, deux choses. D'abord, moi je croyais pas au début, je l'avais dit ici, on avait eu ce débat avec Emmanuel. En tout début, je pensais qu'il avait passé le sommet de la montagne et qu'il retrouverait plus ce niveau qui est celui effectivement, comme dit Emmanuel, de 2019 ou 2018. Et donc c'est vraiment de bonne aloi. Et ça, c'est le match idéal. Parce que City, ils sont à la dérive, ils ont une défense en carton. Enfin, tu vois, toute proportion gardée, bien entendu. Quand on voit les matchs contre le PSG et Arsenal, on peut dire qu'ils ont une défense en carton. Bien sûr. Et voilà. Et quand tu vois que 9 le buts Real, encaissés en 2 matchs. Pour le coup, là, ils ont 4 galactiques, vraiment. Parce que Rodrigo, qu'on pensait être un second couteau, s'affirme vraiment comme un galactique entre Bellingham, lui, Vinicius, et les 4, et Mbappé, les 4 jouent. Le seul problème, ce sera le repli défensif de ceux-là. S'ils appliquent les consignes d'Ancelotti, là, le Real va tout défoncer. S'il y a... ça risque... Ça n'a jamais été le point fort de Mbappé, le repli défensif. Donc si ça n'est pas celui, si les autres n'acceptent pas de faire un effort supplémentaire, et ils seront obligés de le faire, c'est-à-dire d'être altruistes, je parle de Vinicius, Bellingham et Rodrigo, ça risque à terme de poser des problèmes. Et ça lui reprochait déjà en Espagne. Ça risque de lui poser des problèmes dans le vestiaire. Sinon, il est redevenu le grand Mbappé. T'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire. Mais Maxime, justement, t'es d'accord, Maxime? Moi, je suis d'accord. J'ai jamais lâché mon kiki. Rabis-toi, non, mais j'ai toujours défendu. J'ai toujours dit qu'il passait une mauvaise passe et qu'il fallait s'adapter aussi au Real. C'est une grande maison. Il est plus le maître. Le maître du club comme il aurait pu être au PSG. Il a su se mettre en retrait. C'est peut-être bénéfique aussi qu'il n'ait pas fait les 2 derniers rassemblements en équipe de France.
Il a pu un peu se libérer, se vider aussi la tête de toute la pression qu'il avait de son arrivée au Real, s'adapter. Et pour moi, il est sur de bons rails et il va continuer. Il va continuer comme ça, il va marquer les esprits. Alors, on va parler du match de ce soir. Ouais. Est-ce que pour City, c'est le match de tous les dangers? Parce que là, ils se sont qualifiés le week-end dernier en Cup contre un club de Détroit, Leyton Orient. Ils étaient menés au score. Oui, très beau but du milieu de terrain. Mais il a fallu que De Bruyne débloque la situation à 10 minutes de la fin contre une équipe de Détroit. Est-ce que c'est pas quand même le match de tous les dangers et qui peuvent prendre une valise chez eux? Alors t'as raison, disons que la saison se joue là, mais quelque part City est pas favori dans cette double confrontation. On est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Enfin, il y a une pression à avoir parce que t'es Manchester City et qu'évidemment t'ambitionnes, tu l'as gagné l'an dernier, t'ambitionnes il y a 2 ans, donc t'ambitionnes évidemment d'aller au bout de cette Ligue des Champions. Mais moi je vois surtout 2 équipes avec très peu de certitude défensive. On va en parler. Il y a Lucas Vazquez qui est absent, donc tout l'équilibre du Real repose sur le milieu de terrain et sur un homme notamment, depuis que Kroos est parti, c'est Valverde. Et Lucas Vazquez étant absent, Valverde va coulisser en défense, en passant défenseur droit. On sent que c'est 2 équipes, des colosses au pied d'argile avec des défenses extrêmement fragiles, et je pense qu'on va avoir des buts. Ça va être un match ouvert ce soir, tout peut arriver. Le Real part quand même favori sur la double confrontation et part quand même favori ce soir, mais je serais pas étonné qu'on voit beaucoup de buts. Et City a quand même sa carte à jouer. Je pense que la pression est plus du côté madrilène que côté Citizen, mais de toute évidence, je pense que c'est ce qu'on risque de voir sur le match aller et sur le match retour, c'est un Real qui laisse le ballon à City ce soir, et au match retour un City qui laisse le ballon au Real, et je pense que ces 2 équipes sont meilleures quand elles n'ont pas le ballon. Donc quelque part elles seront sans doute plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Vous voulez que je donne les compos? Elles sont tombées a priori. Alors, pour le Real Madrid, dans les buts Courtois, logique, défense, Valverde, Mendy en latéraux, Asensio, Tchouaméni en centraux, 2 récupérateurs, Camavinga, Ceballos, 3 milieux offensifs, Vinicius, Bellingham et Rodrigo, et Mbappé seul en pointe. Pour Manchester City, dans les buts, Ederson, en défense, en latéraux, Ake, Gvardiol, défense centrale, Akanji, Diaz, 2 récupérateurs, Silva et Stones, 3 offensifs, Savigno, De Bruyne, Grealish, et devant Haaland. Qu'est-ce que vous pensez de ces compos, Guy? Oui, c'est classique, mais ce qui est frappant, c'est que moi je regarde City à chaque match avec sidération, en me demandant mais jusqu'où ils vont à descendre. chaque fois tu te dis mais c'est pas possible, tu as connu cette équipe, Emmanuel vient de dire ils vont aller jouer à Madrid en contre, mais les matchs, les quelques résultats qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est des contres. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus ce jeu qui était capable de te prendre une équipe à la gorge de Guardiola. Et je suis sidéré qu'ils soient tombés à un tel niveau de médiocrité. Donc ce qui m'intéresse dans le match de ce soir, c'est de voir s'il y a encore de l'amour propre. Oui, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Ou s'ils vont retrouver quand même un semblant de qualité de jeu. Ou alors sinon, ils vont continuer leur calvaire et ça va être terrible. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est que Ancelotti, il a réussi à gagner la Ligue des Champions sans jouer, en laissant le ballon. Oui. Guardiola l'a gagné en ayant le ballon. Ouais. Et là, on se retrouve avec 2 équipes. Ancelotti qui reste dans sa logique, finalement, son pragmatisme qui est de dire j'ai des flèches, je vais les lancer sur de la transition et sur du contre. Et Guardiola, en fait, par la force des choses. Exactement, c'est par la force des choses, par dépit, parce qu'il voit que collectivement c'est plus aussi rodé. Donc c'est intéressant de voir 2 équipes qui ont le même jeu, mais Ancelotti par pragmatisme et Guardiola par dépit. Maxime veut réagir. City, pour moi, c'est la fin d'une ère, ça y est. Ça fait 9 ans maintenant. 9 ans de Guardiola, 9 ans de Guardiola, je pense qu'on est au bout du truc. Tout simplement, faut voir aussi les départs qu'il y a eu cet hiver. Walker qui est parti au Milan, enfin tout le monde s'en va. Il y en a qui sont là et qui sont déjà partis, comme De Bruyne. Dans leur tête, il est déjà en MLS. Non, mais tu le vois, mais c'est évident. Non, il a plus l'envie. Il faut se résoudre à se dire que c'est une saison un peu comme on peut dire dans les ligues américaines, une saison tankée où ils vont finir milieu de tableau. Et ils vont essayer de repartir sur un nouveau projet avec un nouvel entraîneur la saison prochaine. Ouais, là où Maxime a raison, c'est que le choix de ne pas recruter, c'est celui de Guardiola. En fait, Guardiola a tout fait pour garder Bernardo Silva. Alors qu'ils ont des moyens exponentiels. Exactement. Entre l'actionnaire et la télé et les droits de télé anglais, c'est énorme. Et tu veux réagir, Quentin? Et justement, c'est le mercato de cet hiver ressemble un petit peu à ça, à une vision d'avenir et pas sur cette année. C'est qu'ils ont recruté des jeunes avec Marmouche, Kouzanov et plein de petits jeunes comme ça pour cette année entre guillemets abandonner la saison et reconstruire sur les années à venir.
Ouais, je suis pas sûr qu'ils abandonnent totalement la saison. S'ils peuvent aller gratter bien une sûr, Ligue des Champions, tu vois, ils ont tout intérêt. ouais, ça part pas dans ce sens-là. Même une coupe de la Ligue anglaise ou une FA Cup, ils prendraient, je pense. Mais bien sûr. Ouais, oui, non, mais je pense que c'est pas dans la culture du club de laisser tomber la saison. Il prendrait surtout pour être européen la saison suivante. Vaut mieux jouer la Ligue Europa, voire même la Ligue Europa Conférence. Je trouve qu'il y a quelque chose de shakespearien dans l'attitude de Guardiola. Dans le dessin de cet homme, sa femme qui s'en va, parce que l'histoire, c'est sa femme qui lui dit viens en Espagne, j'en peux plus de l'Angleterre, et lui qui choisit de signer, de rester, et le divorce qui s'ensuit, ses griffures sur son visage. Là, c'est vraiment shakespearien. Il existe une théorie tout à fait fiable que j'ai trouvée sur un site platiste, qui dit cette théorie dit qu'en fait c'est la femme de Guardiola qui tenait les rênes tactiques du couple. Voilà. Donc le divorce égale également une fin de projet pour City, quoi. Ah oui, d'accord. Mais franchement, sur le match de ce soir, qu'est-ce qu'ils vont tenter? Parce que City, ils peuvent pas se permettre de jouer à 10 derrière chez eux en attendant le Real. Ils vont être obligés de jouer l'attaque, essayer de faire quelque chose. C'est fini, mais quand on voit la vitesse, c'est fini à l'instant. Oui, 3-0. On va le débriefer d'ailleurs dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent tenter le tout pour le tout, quitte à prendre une valise chez eux. Mais ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Exactement. Ils vont faire le mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose. Après, on va voir maintenant si la dignité des hommes, le courage, ou le laisser aller, le dilettantisme, le j'en ai rien à foutre du club, ça va être intéressant. Ça va dépendre de l'attitude du Real aussi. City va se calquer sur le Real, mais ce qui est vrai, là où Guy a raison, c'est que à moins que le Real se dise maintenant on va jouer très haut, on les colle dans leur surface et on attend. Il a jamais fait ça en Chelsea sur les dernières années. Je le vois pas faire ça. Et je te dis, je vois plus un Guardiola subir tactiquement ce match en voyant qu'Ancelotti bouge pas et se dire au match retour, je vais prendre je vais adopter la même stratégie pour voir comment le Real réagit. C'est le plus probable. Et il y a que ça qui peut le sauver. Évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Real, même ce soir, et évidemment encore plus sur les matchs aller-retour, est le grandissime favori. Vous êtes d'accord, les gars? Oui, sur cette confrontation face à City, mais si on se projette plus loin, même s'il y a une aura réelle en Ligue des Champions qui est totalement inexplicable sur plein de points, je trouve que ce Real n'est quand même pas flamboyant, a beaucoup de faiblesses, et par exemple, on parlait d'autres clubs, Liverpool, pour moi, est l'équipe qui aujourd'hui est sur le top de l'Europe. Qui a fait la meilleure phase de poule, si on peut appeler ça comme ça. Donc le Real part pas favori de la compétition, part favori de cette double confrontation, mais c'est pas le grand Real des dernières années. Tout à fait d'accord. Il y a deux équipes, il y a une attaque et une défense. Non mais voilà, c'est ça. Donc c'est à Ancelotti de trouver le lien et évidemment que d'autres clubs sont intrinsèquement supérieurs en tant que jeu d'équipe au Real actuel. On fait le prono du soir, les amis. Tiens, on commence par Maxime. Ton prono pour ce soir? 3-0 Real. Oh là là là. Quentin. Ouais, j'ai peur, moi j'avais dit on en a parlé avec Calvin tout à l'heure, moi j'avais dit 4-0. J'ai peur j'ai peur que City se fasse rouler dessus. Par pitié, je dis 2-0. T'excuses pas. 2-0 Real, mais parce que j'ose pas donner ce score-là, mais je pense la même chose, bien entendu. Bon allez, les amis, moi je vais prendre un contre-pied, mais j'y crois vraiment. Je pense qu'il y aura 2 partout. Je vois 2 défenses portes ouvertes, donc 2 partout ce soir entre City et Real. Est-ce que je peux dire un truc énorme? Je vois un 5-1 pour le Real. Ah oui. Ils ont pris 5-1 contre Arsenal. 5-2. 5-2, t'as raison. Je vois 5-1 pour le Real. Bah, tu peux le dire, non, Philippe, t'as le droit. Non, mais c'est pas énorme. Si, quand tu prends 5 pions chez toi, quand même. T'as fait des jeux de mots qui étaient plus énormes que ça. Le plus généralement, il s'excuse pas. C'est le but de City. Le plus improbable là-dedans, c'est le but de City. Oui, tu rentres dans la surface, tu vas tomber. L'arbitre fait du social et te met un penalty. Un but de City, t'es gonflé quand même. Allez, merci à vous. On se retrouve tout de suite avec notre Romain, notre supporter brestois, pour faire le débrief de ce match. Je vous rappelle, ça vient de se terminer. Guy l'a rappelé il y a 2 minutes. Le Paris Saint-Germain s'est apposé à Guingamp sur la pelouse du Roudourou contre le Stade brestois. 3-0. On va faire le débrief complet de ce match. Restez bien avec nous, les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Retour des vraies voix avec évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Et ça vient de se terminer au Roudourou, donc à Guingamp. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 dans cette phase de barrage de la Ligue des Champions 2024-2025. Et on a quelqu'un qu'on aime beaucoup, supporter brestois. Bonsoir Romain. Allô David.
Bonsoir. Alors Romain, tu as entendu probablement l'édito de Guy Carlier qui comparait les prestations européennes cette saison de Nice et de Brest. Et on peut dire que bon, désolé, mais 3-0, c'est cuit. On peut pas imaginer Brest aller gagner 4-0 au Parc des Princes en l'état actuel des choses. Eh oui. Non, je pense que ça va être très compliqué. Il faut se rendre à l'évidence. Au niveau technique, c'est supérieur à nous. En 2 touches de balle, quand on avait 2 mètres de retard au milieu de terrain, ça prenait tout de suite de la vitesse. Les occasions, c'est tout de suite dedans, donc l'efficacité au milieu de terrain ou offensivement, c'est trop dur, ça marche trop haute pour Brest. Est-ce que, en tant que supporter, t'y croyais quand même un peu avant le début du match ou pas? Moi, ce que j'espérais, c'était un match nul, pour essayer de les faire douter, de créer une petite surprise au Parc des Princes. Voilà, c'était le meilleur scénario possible qu'on pouvait espérer. Mais on n'était pas à l'abri d'une boulette de Donnarumma. Bon, ce qu'il y a, c'est que t'as pas de chance. Skriniar n'est plus là. Bon, mais il a failli en faire une. Il a tiré dans ses 6 mètres sur un joueur de Brest. À York, c'est ça, oui. Elle finit à côté, mais s'il tape 5 cm plus à droite et qu'elle finit au fond, il a un but pour lui, Donnarumma. Eh ben oui, exactement. Ouais. Non, ça a failli. Et puis on a eu quand même de belles occasions. Mais bon, ce que je disais, un bon premier quart d'heure quand même. Ouais. De Paris? Non, de Brest. Ah non, les premières 20 minutes, elles ont été poussives. Pourtant, je vous ai vu j'ai vu Brest avec le ballon dans la surface, dans la moitié de terrain parisienne, une bonne pression. Les premières minutes, vraiment, on a subi, justement, on a essayé de jouer défensif, de pas monter comme on a fait en championnat, le pressing qu'on a fait en championnat. Donc on a beaucoup subi, on n'a pas réussi à récupérer le ballon. Et c'est après le penalty que tout s'est débloqué, après on a été plus offensif. Guy veut réagir, qui faisait une remarque très juste sur ce match. Est-ce que tu penses pas qu'il a manqué l'ambiance européenne? Je veux dire que dans les performances de Brest, il y avait une sublimation due à la Coupe d'Europe. Tu vois, un supplément d'adrénaline, quelque chose qui s'explique pas vraiment. Enfin, c'est chimique. Et là, contre le PSG, c'était une équipe française, c'était pas le même. Tu vois, je parlais de la chèvre de Monsieur Seguin contre le Real, et ça n'a pas du tout été ce schéma-là contre Paris. C'était presque un match de Ligue 1. Il y avait un parfum de Coupe de la Ligue un peu aussi. Ou de Coupe de la Ligue, comme dit Maxime. T'es d'accord que c'était plus un rythme de match de Ligue 1 que de Ligue des Champions à la vie à la mort? Il a manqué cette étincelle-là. Tout supporter brestois était déçu de tomber contre une équipe française. Ouais, nous, on ça c'est était dommage. passé la Saint-Valentin à Benfica. Pas de souci, mais... Non, Paris, on était très déçus, surtout qu'on les a joués en championnat juste avant, donc déjà ça donnait un peu la couleur. Ouais. Ça a donné un peu la couleur de la rencontre. Mais bon, vous vous souvenez de quel dernier affiche française il y a eu en phase finale? Bordeaux-Lyon, quart de finale 2010, oui. Très bien joué. J'ai pas eu le temps de répondre. Et c'était pareil, je me souviens, même ambiance. Je suis pas d'accord, Guy. Non, il y avait eu 2 bons matchs. Ouais. Je trouve que là oui, des bons matchs, mais il n'y avait pas la flamme européenne. Je me souviens du match de Bordeaux. Tiens, Maxime. Oui, c'est moi. Bon, c'était à l'époque où il y avait Gourcuff, etc. Gourcuff, Chamac qui marque à Lyon. Pareil, un penalty sur une main. Enfin, c'était quasiment les mêmes conditions. Mais c'était électrique. Moi, j'ai un souvenir d'un match où ces 2 équipes justement avaient monté le curseur et tu sais, c'était challengé. C'est marrant les souvenirs. Ah oui, ils s'étaient un peu frictionnés lors du match. Ils s'étaient regardés, ils s'étaient dit ce soir on joue autre chose là. Mais c'est vrai que là où je rejoins ce que dit Guy, c'est que le Roux-Dourou est redevenu un stade de Ligue 2 ce soir. C'est même devenu un stade de district quand tu vois la pelouse. Romain, vas-y, réagis, on t'écoute. Non mais Manu, t'as entendu les supporters parisiens ce soir chanter ou pas? Non, je t'ai vexé, Romain. Franchement, même quand à 3-0, c'est pas ça que ça chantait et on était là à supporter. Ce que je veux dire, Romain, c'est que la magie, ce que disait Guy, la magie qu'il y avait en Ligue des Champions quand Brest jouait à domicile, même si c'est pas leur stade, c'est ça que je veux te dire. Quand je dis que c'est redevenu un stade de Ligue 2, je me remets pas en cause l'investissement des COP brestois. Je dis juste qu'on a l'impression que la magie qui opérait jusqu'à présent, en jouant face à un club de Ligue 1, c'est comme si elle s'était atténuée. Voilà, c'est mon propos. Ça, je suis complètement d'accord. Mais quand on regarde bien, Brest a pas eu de réussite parce qu'ils mettent sur
sur un corner, une très belle tête sur le poteau, sur laquelle Donnarumma était complètement aux fraises. Mais là, il y était pour rien. La tête était magnifique, rien à dire. Hakimi qui a failli mettre le CSC de l'année, parce que celui-là, il était très fort. Et en début de deuxième période, Donnarumma dévie un ballon sur son poteau, a priori. Ouais, il dévie un... 3 poteaux, ça fait quand même beaucoup. C'est pas cher payé, 0 but. Hein. Non, mais c'est pour ça, c'est tout ce que je disais dans mon analyse, c'est que l'efficacité, on l'a pas eu, quoi. Enfin, on sentait la fatigue devant. Hein, il y avait une équipe expérimentée face à une nouvelle équipe qui jouait un barrage de Coupe d'Europe. Hein. Désolé, comme Lyon-Bordeaux en 2010, où Lyon avait sorti Bordeaux à l'expérience européenne parce qu'il a joué depuis plus de 10 ans. Oui, Guy, tu voulais réagir. Oui, je voulais demander à notre ami s'il pense que le retour au championnat va être difficile, s'il va pas y avoir une phase de décompression pour jouer. Non, justement parce que parce qu'ils sont dans une bonne période en ce moment en championnat. Non, mais ça va être tout le contraire parce que on a une revanche à prendre sur Auxerre là, qui arrive bientôt. D'accord. Et puis en plus, on a goûté à la Coupe d'Europe en semaine et je pense que les supporters vont remercier l'équipe dans le COP et puis ça va donner goût peut-être à l'équipe de rejouer peut-être une Conference League, finir 6e cette saison, ça serait pas mal, quoi. Pour le moment, Brest est 8e, mais par rapport au 4e, Monaco, il n'y a que 6 points d'écart, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. 2 points de retard sur Brest, Lyon, 4 sur Lille et 6 sur Monaco. Sur un malentendu, ça peut marcher. Oui, hein. et surtout pour être un petit peu optimiste pour la suite, j'ai l'impression quand même qu'après le but le penalty de Vitinha. Alors il y a évidemment cette tête d'Abdallah Sima sur corner qui est dévié par Marquinhos et qui touche le poteau. Mais Romain, comment tu l'as ressenti? Toi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y a une ouverture pour Brest. Il y avait la possibilité, suite au penalty, il y a une décompression du PSG. Brest avait une possibilité qu'ils n'ont pas prise. Et finalement, ils ont été plus dangereux en deuxième mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme une fenêtre qui a été ratée par les Brestois ce soir. C'était pas par manque d'envie, mais il a manqué quelque chose qui Paris à ce moment-là était prenable, tu vois, pour égaliser. Et c'est le 2-0 juste avant la mi-temps, là qui met un coup derrière la tête des Brestois. Mais on a l'impression qu'il y a eu un quart d'heure quand même qui a suivi le penalty où il y avait de la place pour les Brestois. Comment tu l'as vécu ce quart d'heure là, toi? C'était un peu le même match qu'en championnat la semaine d'avant parce que le 5-2 justement, les 2 buts, on les a marqués dans des quarts d'heure un peu mous du PSG. Et ça, on l'avait déjà analysé, même en tant que supporter, on en parlait. C'est dans ces quarts d'heure là qu'il faut frapper fort. Et justement, on n'a pas réussi, quoi. Enfin, on était fatigués devant. L'efficacité n'était pas du tout là, contrairement au PSG, quoi. Enfin, c'est fou, mais là, on sent notre équipe un peu exténuée et manque d'inspiration devant, quoi. Maxime veut réagir parce que je pense qu'on lui a fait trop mal de lui reparler de Bordeaux-Lyon 2010, je crois. Les souvenirs. Je vous rappelle quand même que Bordeaux est premier maintenant de National 2. Je préfère le placer comme ça, comme ça c'est fait avant la fin de l'émission. C'est important, je pense. Il n'y a pas de Coupe d'Europe en National 2, c'est dommage. Non. Mais je voulais poser une question à Romain. Je voulais savoir par rapport au match retour, comment tu le sens? Est-ce que tu as envie de quand même le jouer ou justement de reposer un peu les cadres pour te relancer un peu en championnat? Là, je sais pas. Je t'avoue, Maxime, à cette heure-ci, j'hésite à revendre ma place au parc. Ouais, est-ce que tu as envie de le jouer ce match? Oui, c'est ça. Faut y aller, c'est quand même un moment historique. C'est peut-être la chance de Brest. C'est que les Parisiens vont lâcher. J'étais en train de me dire, on a oublié qu'il y avait un match retour. C'est vrai. On est en train de parler comme si c'était un match, ça se jouait sur un match. Or, il y a un match retour et ça peut être la faille et la faiblesse du PSG de lâcher un peu, de faire tourner, etc. Et surtout Brest, comme tu dis, sur un malentendu. Mais Romain, je voulais te demander, moi, il y a un joueur que j'aimais beaucoup il y a 2-3 ans et qui m'étonne parce que ses performances sont inégales. Je pensais que ce serait le boss. C'est Romain Fèvre. Ouais, c'est Romain Fèvre. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, il a un problème psychologique. Franchement, parce que même à Lorient, il a fait du très bon boulot, malgré que ça soit un club qu'on n'aime pas trop à Brest. Mais après, il est parti à Bournemouth. Je sais pas si je prononce. Bournemouth. Et à partir de là, dans les grands clubs, à Lyon, ça n'a pas marché, à Bournemouth, ça n'a pas marché. Il arrive à Brest, mais il fait pas grand-chose. Vraiment, c'était que son 2e match titulaire en Ligue des Champions.
C'est pas terrible. Là, c'est en train de se débloquer depuis 2-3 matchs, mais le point de rupture, moi, je le vois plus à Lyon, justement. À Lyon, où il arrivait avec de l'ambition. Il a 21-22 ans quand il arrive à Lyon. Il arrive très prometteur. Ouais, très prometteur. Et en fait, il a pas sa chance. Et quand il arrive à Brest, on sent qu'il arrive à reculons. Et quelque part, il y a une phase. Il faudrait demander à des footballeurs pros à cet âge-là qui sont dans ces conditions. Mais il y a comme une phase de déni, de se dire mais non, mais c'est pas possible. J'étais censé être un cadre de Lyon. On m'envoie à Brest. Alors Brest, c'est tout à fait honorable de jouer à Brest. Mais quand tu te projettes en disant allez, je fais 2 ans à Lyon, derrière c'est le Barça, c'est Liverpool, tout ça, je pense qu'il y a une phase d'acceptation et peut-être qu'il est encore dans cette phase de transition, mais c'est un super joueur, Romain Fèvre, mais c'est vrai qu'il manque de régularité et je pense que voilà, pour Brest, c'est un très bon coup pour Brest de le prendre et il faut lui laisser du temps, faut pas partir du principe que c'est fini. Non, parce que des circuits, Melou, Fèvre, Ajorc, enfin on imagine bien. Laisse Melou et Ajorc, des joueurs, on en parlait, qu'on trouve tous sous-cotés, qui sont des joueurs qui sont vraiment des très bons joueurs. Non, mais justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Manu, c'est est-ce que Fèvre n'est pas arrivé à Brest en tant que je connais, j'ai survolé un peu, j'arrive en superstar et non. Ce qui est une erreur. Voilà. Je pense qu'il s'attendait pas à ce niveau-là non plus dans l'équipe. Mais est-ce que ce qu'il ne faut pas retenir de cette, on va dire, d'épopée européenne de Brest, c'est que le club a gagné une grande popularité auprès du public français qu'il n'avait pas, un peu comme Bastia en 78, en faisant nul contre le Bayer Leverkusen, alors que c'était le club en Ligue des Champions qu'on attendait le moins, parce que Lille, il y a de l'expérience européenne, Monaco, n'en parlons pas, et alors le PSG, n'en parlons absolument pas. Est-ce que c'est pas ça, Guy? C'est les histoires qu'on aime dans le foot. C'est-à-dire que c'est le contraire. Moi, je suis fan du PSG, je déteste les dirigeants du PSG. Enfin, tu vois, à Brest, c'est vraiment l'équipe. Ouais. Tu sens, évidemment, ils jouent pas sur leur stade parce que tu t'appuies sur la main courante, t'as la trace de la chaux. Non, mais tu vois, c'est le vrai foot qui est resté dans une espèce de pureté comme ça qu'on aime. Donc c'est pour ça que c'est touchant ces histoires-là. Et c'est pour ça que Brest, si ça peut adoucir ta déception, Romain, dis-toi que Brest est rentré vraiment dans le cœur des Français. Je parlais du coffre à souvenirs du foot. Et ben voilà, ils sont là pour toujours. C'est pour ça que ce match retour, juste pour finir, vous devez juste vous lâcher, vous amuser et on gardera une bonne image quand il arrive du parcours brestois. Merci Romain, bravo aux Brestois pour ce très beau parcours Romain. Et merci de nous avoir suivis pendant tout ce parcours. Et à bientôt pour la Coupe de France. Ah bah bien sûr. Merci beaucoup Guy et merci beaucoup Emmanuel, Quentin, Maxime. Tout de suite, bonsoir. Vous allez retrouver Jacques Pessis, les clés d'une vie avec Stéphane Debac et demain soir à 20h, évidemment les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio et sa bande. Allez, à demain 17h dans les vraies voix.